Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver en ce 25 décembre. J'espère que vous avez été gâtés avec vos cadeaux de tout ce que vous avez pu recevoir. Moi, c'est pleinement le cas. Et aujourd'hui, je vous offre la toute première interview sur la chaîne par une autrice que je connais déjà depuis pas mal d'années. Il s'agit de Yelena. Donc nous allons revenir un petit peu sur son parcours, comment je l'ai découvert, et vous aurez ensuite en deuxième partie son interview avec 5 questions que je lui ai posées. C'est un concept que je faisais déjà sur mon blog à l'époque. Quand je pouvais avoir les contacts des auteurs, je leur envoyais un petit message avec 5 questions à répondre que je postais ensuite sous ma chronique. Donc là, ce sera en format vidéo. Et pour Yelena, il faut savoir que je l'ai découvert à l'époque, c'était sur la plateforme Skyblog, donc ça remonte aux années 2000, tout ça, où on commençait vraiment toutes les deux à écrire nos toutes premières histoires, et Yelena postait ses tout premiers chapitres des Chroniques des Fleurs Opales, qui, une fois qu'elle a fini de tout publier sur son blog, elle a totalement repris l'écriture pour s'auto-publier, et il faut avoir quand même pas mal de courage pour se lancer dans l'auto-édition. Ça demande énormément de travail, que ce soit dans l'écriture, dans la correction, dans la gestion de son budget, la gestion de stock, la communication. C'est vraiment à la personne, à l'auteur de tout gérer. On n'a personne derrière nous. Yelena avait la chance d'avoir quand même une équipe de correcteurs derrière elle qui a pu vraiment l'aider à fournir un très beau travail pour une auto-édition. C'est vraiment très important de très bien s'entourer pour la correction. Forcément, il reste toujours quelques coquilles, mais à chaque nouvelle édition, à chaque nouvelle publication, Yelena a proposé des nouvelles corrections à chaque fois. Et ensuite, elle avait commencé à écrire aussi une fanfiction sur Harry Potter. Si vous me demandez mon avis, à moi, c'est l'une des meilleures fanfictions de Harry Potter dans la sphère francophone que j'ai pu lire à ce jour. J'aime énormément ce qu'elle a pu faire de l'univers d'Harry Potter en prenant vraiment les bases de tout ce que l'on connaît et en y insérant ses propres personnages, ses propres légendes, ses propres intrigues. C'était vraiment trop bien à lire. Et pour celle-ci aussi, elle a pris son temps puisqu'elle retrace vraiment les 7 années de Poudlard avec ses propres personnages et, comme je le disais, avec ses propres légendes, avec ses propres intrigues. Donc elle a vraiment pris le temps de développer tout ça sur plusieurs années d'écriture et j'ai adoré découvrir tout ça jusqu'à cette année du coup où elle s'est retrouvée chez Hachette avec sa nouvelle saga Persona, qui est toujours en cours d'écriture, en cours de publication. Pour le moment, 2 tomes sont sortis et c'est sur Persona que j'avais envie de me concentrer aujourd'hui. Dans cet univers, on retrouve du coup une sorte de lumière qui a la capacité, lorsqu'elle touche les enfants à leur naissance, de leur envoyer pour certains d'entre eux des pouvoirs, mais tout le monde n'a pas ces pouvoirs-là. Et il faut savoir que dans ce gouvernement, ils ont choisi de séparer les enfants qui ont ces pouvoirs de leur famille en les obligeant de suivre une éducation au sein du couvent sous la direction d'une personne qui les aide notamment à canaliser leurs pouvoirs et aussi à les développer grâce à plusieurs missions, puisque chaque pouvoir est casé dans des sortes de catégories. Il y a notamment la catégorie des personnages, donc le nom de la saga, où ceux qui possèdent ces pouvoirs ont la capacité de se transformer. Et justement, au sein de tout ça, nous suivons notre héros, Andrea, qui lui a la capacité de changer de visage. Et son histoire va évoluer le jour où une jeune femme, la veille, pas la veille, mais quelques jours avant le mariage de la princesse héritière, elle va leur proposer une mission qui va changer sa vie à lui, mais aussi à ses amis, qui va durer sur 5 jours. Et c'est déjà très rare qu'une mission dure aussi longtemps pour ces enfants-là. Et cette personne va leur donner comme mission de kidnapper le futur prince consort de la princesse. Une mission bien étrange et dangereuse, et en plus, la personne qui leur demande cette mission ne leur dévoile pas tout de suite. Petit à petit, ils vont découvrir le pourquoi du comment ils vont faire pour kidnapper le prince consort,
Pourquoi elle veut absolument récupérer ce prince consort? Est-ce que c'est une ennemie de la famille royale? Pourquoi elle fait tout ça? Tout cela, vous le découvrirez en lisant Persona. Et le personnage d'Andrea, j'ai énormément apprécié, puisqu'il faut savoir que ce que je ne vous ai pas révélé dans ce résumé, c'est que à 18 ans, ces enfants qui ont ces pouvoirs spéciaux étranges ont le choix entre deux parcours différents seulement, soit de se marier et grâce à un fort échange de vœux lors de ce mariage, ils renoncent à leur pouvoir pour pouvoir pleinement se concentrer sur le couple et leur vie de famille, ou alors ils rejoignent le culte qui est un organisme un peu le dessus du coup du niveau des couvents où ils ont des missions bien spécifiques pour leur âge. Le culte, en fait, ils ont d'autres missions, mais beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus conséquentes par rapport à leur vie et par rapport à la vie politique, tout ça. Enfin, c'est des missions qui, je suppose, sont quand même bien dangereuses aussi. Et il faut se dire que leur mission de devoir kidnapper le prince consort, elle est quand même assez dangereuse pour eux. C'est pour ça que sur la base de ce qu'ils savent, ils sont pas forcément confiants au début de cette mission, et petit à petit, ils vont quand même réussir à comprendre le pourquoi du comment cette personne leur demande de faire ça, qui est le prince consort par rapport à elle. Plein de théories se rejoignent par rapport à ce que pensent les personnages en premier lieu, et j'ai vraiment adoré suivre l'évolution des personnages par rapport à cette mission qui constitue du coup le fil rouge du tome 1, et par la suite il y a un autre fil rouge qui est dévoilé à la fin du tome 1 quand une des amies de Andrea se fait enlever. Andrea ne cherche qu'à la retrouver, et donc là ça annonce le fil conducteur pour le tome 2. Et à la fin du tome 2, pareil, on a le fil conducteur pour le tome 3. Donc c'est un petit peu comme ça que se construit cette saga-ci. Alors je sais plus vraiment si c'est une trilogie ou s'il y a plus de 3 tomes, je sais plus vraiment. Et du coup, c'est vraiment un univers que je vous encourage de découvrir, que j'ai adoré suivre l'originalité. Yelena a toujours ce style d'écriture qui est très bien construit, qui est très fluide à lire. Elle n'hésite pas aussi à utiliser des expressions parfois d'un langage plus soutenu qu'on a l'habitude de voir dans une littérature young adulte. Elle n'hésite pas vraiment à utiliser des mots un peu plus soutenus, et c'est ce qui fait le charme de son style d'écriture. Du coup, c'est très bien écrit. Les dialogues des personnages sont aussi très bien faits, on reconnaît tout de suite la patte du personnage qui est en train de parler. Chaque personnage sont très bien caractérisés, on les reconnaît tout de suite, malgré le fait que certains ont des prénoms un peu étrangers, puisqu'on est dans un univers de fantasy, donc ils ont des prénoms à consonance fantasy, qui fait que parfois ça peut être compliqué de retenir certains prénoms, mais là j'ai vraiment trouvé qu'on retenait à peu près tous les prénoms. J'ai surtout retenu celui de Andrea, donc le héros de cette saga, et j'ai vraiment apprécié suivre tout ça. J'ai très hâte de découvrir le tome 3, comment vont évoluer les personnages. Je précise que, contrairement à sa fanfiction de Harry Potter et aux Chroniques des Fleurs d'Opale, il y a beaucoup moins de romance. La romance est vraiment en dessous de tout, il n'y en a que très très peu, il n'y a que quelques personnages secondaires qui ont une romance, mais c'est vraiment pas ça qui prend le pas sur la tring, donc vous êtes prévenus, la romance c'est pas pour cet univers-ci. Et du coup, c'est tout ce que je peux vous dire sur mon avis de Persona. Je ne veux pas vous en dire trop pour vous donner vous aussi envie de découvrir cet univers. Et moi, je vous laisse avec l'interview de Yelena. Bon, eh ben, bonjour Yelena, merci d'avoir accepté cette invitation, d'être la première autrice sur la chaîne pour inaugurer les interviews sur la chaîne. Je vais te poser du coup 5 petites questions. Et la première, du coup, comme on se connaît depuis pas mal de temps, la dernière fois qu'on s'est vu, donc c'était peu de temps après les Grès Imaginaires, enfin c'était la Grès Imaginaire, du coup, il y a presque 2 ans. C'était en Oui. auto-édition. T'étais en auto-édition. Comment t'as réussi à te retrouver chez Hachette entre-temps? Du coup, est-ce que c'est eux qui t'ont contacté? Est-ce que c'est toi qui les as contactés? Comment ça s'est fait? Alors en l'occurrence, c'est les éditions Hachette Roman qui sont venues vers moi.
en 2021 où j'ai reçu un mail de la directrice de collection qui voulait savoir si j'avais un projet dans les tiroirs. Donc je leur avais proposé un premier projet et ça ne correspondait pas à leurs attentes parce que c'était trop adulte pour eux. C'est vrai que Hachette Romans sont plus spécialisés jeunesse et ados, jeunes adultes. Et donc, j'aurais proposé un autre projet qui, là, a très bien matché. Et c'est comme ça que Persona est apparu. Et donc, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu à Grey's Imaginaire en 2022, bah, j'allais justement annoncer que j'allais être édité chez Hachette, mais genre le lundi juste après, quoi. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, je ne pouvais pas trop en parler. Et puis, mais voilà, la Persona est sortie. Bah, le premier tome est sorti en mars dernier et le deuxième en septembre. Très bien. Bah, comme je le disais, c'est vrai que nous, on se connaît depuis un bout de temps, depuis l'époque Skyblog, maintenant que la plateforme Mhm. a fermé, malheureusement. Qu'est-ce que tu retiens du coup de tes tout débuts d'autrice sur Skyblog à l'époque et est-ce que tu as su aussi garder contact avec le public de l'époque? Alors, j'avais même pas commencé sur Skyblog à l'époque parce que j'étais sur des forums d'écriture, même j'étais sur un forum d'Eragon, même, où j'ai commencé à écrire des fanfictions, d'autres histoires. Et c'est après que j'ai migré sur Skyrock en me disant j'avais envie de recréer un nouveau public, ou en tout cas de voir si ça marchait aussi bien que sur les forums. Et, euh, et oui, ça a très bien matché. J'ai gardé pas mal de gens de cette époque, que ce soit des auteuristes ou des lecteuristes. Et ça qui est rigolo, c'est de voir qu'une communauté se construit, mais surtout se pérennise en fait dans le temps et aussi longtemps. C'est ça qui est fou. Mais ce qui est encore plus drôle, ça va être tous les lecteuristes fantômes qu'il y avait à l'époque et qui étaient par exemple au collège ou je sais pas quoi, et qui aujourd'hui bah, ont 25 ans, ont un métier, etc. et viennent te dire en salon, bah, on s'est jamais parlé du tout, mais voilà, je voulais vous dire que je vous suivais sur Skyblog, tout ça, tout ça. J'ai même eu un papa de patient qui m'a dit une fois il avait lu mes histoires sur Skyblog, ça m'avait fait toute chose quand même. Ouais, c'est toujours rigolo de voir l'évolution de son public comme ça à travers les, les générations. C'est C'est ça. toujours un peu drôle. Du coup, toi qui as pu, goûter aux 2 formats, éditorial, auto-édition et édition à compte, d'éditeur, finalement, qu'est-ce que tu préfères, et quelle est vraiment la différence par rapport à la charge de travail que tu as eue, aussi bien en auto-édition que chez Hachette? Disons que les deux sont complètement différents. C'est vrai qu'on lâche beaucoup plus le contrôle quand on est en maison d'édition parce que bah on a moins à gérer au niveau bah toi des stocks, des envois, de tout ce qui est administration, présence en salon, tout ça. Alors que quand tu es indépendant, tu dois un petit peu plus streamer. Après, je reste une maniaque du contrôle sur ma com, donc c'est vrai que ce soit l'un ou l'autre, je vais quand même me donner à fond. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes échelles. Donc, c'est sûr que ça me demande beaucoup plus d'énergie au niveau de l'auto-édition, puis c'est surtout ce qu'il y avait avant. Donc, préparation de maquettes, tout ce qui était imprimeur, etc., que tu n'as pas forcément, bah, que tu n'as pas, heureusement d'ailleurs, en maison d'édition. N'empêche qu'en maison d'édition, ça va pas non plus te retirer toute la charge de travail au niveau correction éditoriale. C'est-à-dire que quand même, ton texte, il est retravaillé par une préparatrice de copie, tu as plusieurs éditrices qui vont passer dessus, des assistantes édito, etc. Donc, ton texte, tu vas quand même beaucoup le retravailler en amont et le relire, le lire, le relire. Alors qu'en auto-édition, bah après, ça dépend vraiment de toi, le professionnalisme que tu y mets. Moi, c'est vrai que j'avais plusieurs correctrices et correcteurs. Donc, j'ai quand même passé beaucoup de temps, mais voilà, l'un et l'autre ne se ressemblent pas sur tous les points, ça c'est sûr. Oui, j'imagine, j'imagine. Voilà. Et sachant que j'ai Hem, demandé exprès, même si je suis en maison d'édition, j'ai quand même demandé à garder les droits sur mes goodies. Ce qui fait que, parce que bon, pour moi, les goodies, c'est très important. Et oui. donc, alors, j'en ai pas fait beaucoup pour l'instant des goodies personnels parce que j'ai juste pas le temps, pas l'énergie, pas la thune non plus. Euh, mais voilà, j'ai cette possibilité-là également. Parce que j'avais fait beaucoup pour les fleurs d'opale, mais c'est vrai que le format auto-édition s'y prête beaucoup plus avec les campagnes Ulule et tout le petit système de récompense matérielle. Oui, c'est sûr. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, toi, dans tes univers, c'est toujours, très original. C'est ce que j'aime d'ailleurs, dans aussi bien dans les chroniques des fleurs d'opale que de chez Persona, c'est toujours, très original. Par où tu commences et comment toi tu perçois une bonne séance d'écriture?
Alors par où je commence, c'est très large. Bah, en fait, j'ai quand même un petit peu le début, la situation initiale, et après j'ai la fin, mais il faut juste que j'arrive à faire en sorte que mes personnages arrivent du point A au point Z, quoi. Donc, disons qu'une bonne séance d'écriture, c'est vraiment quand ça coule tout seul, parce que les personnages, je les mets dans une situation et c'est eux qui créent la scène. En fait, tout est naturel et j'arrive à les emmener là où je me dis, bah, à la fin du chapitre, il faut qu'ils en soient à ce niveau-là. Les dialogues coulent tout seuls, il se passe ça dans la scène, et puis pouf, ils arrivent au bon moment. Puis finalement, on se rend compte qu'on a écrit 4 pages comme ça. Donc, ça, c'est une bonne séance d'écriture. C'est quand faut pas trop prendre la tête, même au niveau des recherches, en fait, parce que je suis très, très à cheval sur les recherches. Je les fais rarement en amont, c'est vraiment quand elles arrivent sur le moment même, je vais ouvrir mon internet, ou je vais aller chercher dans mes encyclos. Et je vais aller vraiment au plus proche pour servir la scène en particulier, parce que ça sert à rien non plus de couper une scène d'écriture en faisant des recherches pendant 3 heures non plus. Donc voilà, faut vraiment que ce soit tout fluide. Et là, c'est une bonne séance d'écriture. Mais généralement, j'écris le soir parce que je travaille en journée. Donc voilà, 22 heures, le thé, le chien et l'ordi pour écrire. D'accord, très bien. Donc on arrive déjà à la dernière question. Et pour la dernière question, bah, je voulais te demander un petit peu ton actualité, où est-ce qu'on peut te voir dans les futurs événements, et qu'est-ce que tu prévois en termes d'écriture aussi pour la suite? Là, alors j'ai beaucoup de salons. Alors je fais une DERA dédicace cette année à Strasbourg, la semaine prochaine. Après, j'ai pas mal d'événements plutôt sur mars-avril, même si j'en ai quelques-uns sur janvier-février. Mais le plus gros, ça sera que je suis invitée officielle sur Trolls et légendes en Belgique, à Mons. Et à Grès Imaginaire aussi, bah, début avril, je serai de retour. J'ai reçu l'invitation. Donc, c'est tout drôle, justement, tu vois, de passer de l'autrice auto-éditée qui va démarcher les salons au fait que les salons t'envoient des invitations après pour te Ouais, demander de venir. c'est sûr. C'est sûr. En termes d'écriture, du coup? En termes d'écriture, là, bah, je suis sur la suite de Persona, écoute, donc pour l'instant, on en est là. Il y a peut-être d'autres projets qui vont se faire pour 2024. Il y a quelques pistes, mais pour l'instant, voilà, disons que ce sont des embryons de projets qui attendent de germiner tranquillement. D'accord, très bien. Mais Bah, c'est merci bien. d'avoir répondu à mes questions Ben, pas de quoi. et bah, bonne continuation pour la suite. Ben, merci, à bientôt alors. Oui, à bientôt. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les premiers bilans de l'année 2023. Mon premier, du coup, qui sera sur la chaîne. Mon grand bilan annuel que j'ai l'habitude de faire sur mon blog. Je commencerai à les poster dès le 1er janvier. D'ici là, passez un bon réveillon du 31 décembre. Et moi, je vous dis à très bientôt.